Voilà. Alors, pour aujourd'hui, donc, les socialismes des partis communistes dans les pays occidentaux, je vais aborder, survoler, comme d'habitude, survoler 4 ou 5 sujets. Il y a d'abord le moment Gorbatchev, que je mets dans ce paquet pour ne pas créer un autre paquet, donc on va l'aborder avec ce aujourd'hui. Regardez quelques petites choses sur le mouvement communiste international et en particulier, malgré tout, au sein de ce mouvement communiste, le comportement des partis communistes des pays occidentaux. Un point plus substantiel sur Gramsci. Bon, mais il y aurait énormément de choses à dire, ça va rester quand même très rapide. Il y a le moment 1945, quand les ministres communistes sont, disons, en capacité de faire des choses à la libération. Et puis à ce moment de l'eurocommunisme, quelques réflexions rapides. Pas d'histoire de l'eurocommunisme, n'attendez pas ça. Sur le moment Gorbatchev, Sèvres, il dit ceci. Vas-y. Tu veux vraiment que je pose? Alors, ce que le monde soviétique aura eu de plus extraordinaire, sans doute, dit Sèvres, est sa fin. Sa fin, effectivement. Il n'y a pas eu de grands fracas, etc. Dans les années 80, le Canard enchaîné parlait de marxisme-sénilisme. Je ne sais pas si tu te souviens de cette expression. Marxisme, moi ça m'avait échappé. Marxisme-sénilisme. Effectivement, il n'y a qu'à prendre la liste des morts. En 82, Brejnev meurt à 76 ans. 2 ans après, c'est Andropov qui meurt à 70 ans. Et 1 an après, Tchernenko qui meurt à 73 ans. Donc on pourrait sans doute allonger la liste. Et c'est à ce moment-là, dans les années 80, qu'émerge un individu qui s'appelle Mikhail Gorbatchev et qui n'a que, à l'époque, qui n'a que 54 ans quand il émerge. Et ce qui frappe chez cet homme, c'est sa haute exigence morale et la clairvoyante dureté de ses jugements sur le passé et le présent de l'Union soviétique. Quelques exemples. Staline, un criminel dénué de tout sens moral. Le stalinisme, un système de bureaucratisme totalitaire, un nouveau servage. Le rapport Khrouchtchev, une critique superficielle. Bon, c'est plutôt clairvoyant, lucide, enfin, tout ce qu'on voudra. Ça incite plutôt à la mansuétude. Le problème quand même, c'est que dès qu'il s'agit de s'exprimer sur la voie à suivre, Gorbatchev, eh bien, il tourne clairement le dos à la visée communiste marxienne. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'analyse à laquelle procède Sèvres. Bon, mais simplement, il dénonce le bureaucratisme, il dénonce le système de commandement et la centralisation généralisée. Voilà. Mais il ne va pas jusqu'à identifier la source même de ces fléaux, à savoir le fait que les producteurs directs ne sont jamais devenus les maîtres, tant soit peu effectifs des moyens de production. Il voit bien l'absence de démocratie politique allant jusqu'à la négation de la séparation des pouvoirs, mais jamais il ne va jusqu'à remettre en question le refus devenu définitif
de tout dépérissement de l'État. Son mot référence n'est pas communisme, mais humanisme. Il tient, pour démontrer à l'échelle mondiale la supériorité de l'économie de marché, et ne voit pas d'autre issue que de se rallier au socialisme démocratique. Il va engager la perestroïka et la glasnost, transparence. Et là, c'est le geste politique qui va commencer à énerver tout un tas de cercles de la nomenclatura et qui va se défendre. La nomenclatura va se défendre, qui sait, avec un acharnement auquel Gorbatchev, qui se croyait sans illusion, ne s'attendait pourtant pas. Là, il faut parler de Helsinki. Je ne fais que l'évoquer, mais Helsinki, il va prendre la tête d'un mouvement de contre-révolution conservatrice. Ce qui s'est passé à cette époque-là, je vous indique qu'il y a un livre qui en parle avec beaucoup plus de détails encore que Lucien Sèvres. C'est la stratégie du choc de Naomi Klein, une essayiste américaine qui a bien décrit ce qui s'était passé à l'époque de Helsinki en Russie. On peut déjà plus dire l'URSS, mais la Russie. Donc Helsinki, il va émerger, contre-révolution conservatrice. Cela dit, il faut tout de suite préciser que le travail avait déjà été entamé sous Brejnev. Je veux dire la contre-révolution conservatrice. Sous Brejnev avait carrément été mise en route un retour tacite au capitalisme, déjà. Je me tourne vers Jean qui précisera sans doute tout ça. Raison pour laquelle, pour l'URSS, l'époque Gorbatchev et l'après-Gorbatchev ne s'est pas traduite par des désordres monumentaux finalement, puisque ce qui n'était que du capitalisme sous le manteau est devenu du capitalisme officiel en réalité. Ce qui n'était que du hors-circuit économique du marché noir est devenu du capitalisme plus ou moins officiel. Le marché noir, c'est quelque chose comme 20-25% à l'époque de Brejnev. Une estimation que j'ai trouvée dans Le socialisme trahi, aux éditions Delga. Voilà, donc les choses étaient déjà en route, et quand l'URSS va imploser, eh bien, ça va se passer de manière tout compte fait assez pacifique. En effet, l'apparence se mit simplement enfin à coïncider avec la réalité, la nomenclatura n'ayant pas à changer grand-chose pour se manifester comme classe possédante. Voilà. Donc, sur le plan interne, voilà le bilan que l'on peut tirer de Gorbatchev. Il n'est pas dans l'optique qui est la mienne, évidemment. Chacun son optique, mais dans l'optique qui est la mienne, il n'est pas spécialement reluisant. C'est un peu mieux, nettement mieux, sur le plan international, sur le plan de la conception des relations internationales. Gorbatchev, il présente ce qu'il appelle lui-même une nouvelle pensée relative au destin de l'humanité, et il part de l'idée que la guerre est rendue impossible par la bombe atomique, puisque celle-ci représente une menace mortelle pour tout le monde. Désormais, dit Gorbatchev, la seule voie vers la sécurité passe par des décisions politiques et par le désarmement. Son axiome, la sécurité indivisible.
c'est une sécurité égale pour tous ou pas de sécurité du tout. Les adversaires doivent devenir partenaires pour rechercher le moyen de parvenir à une sécurité universelle, et cela pose une limite objective à la confrontation de classes à l'échelle internationale. C'est une vision qui ne manque pas d'intérêt, franchement, intrinsèquement qui ne manque pas d'intérêt, mais il faut savoir que les Occidentaux vont mépriser cette doctrine gorbatchevienne, évidemment, vont lui accorder aucun intérêt, aucun crédit. Et en fait, à l'époque, en 87, 88, 89, les Occidentaux, ils attendent la fin de l'URSS. La CIA leur dit que la fin est proche. Voilà, sur le moment Gorbatchev, ce que l'on peut dire, un bilan en demi-teinte. Vas-y Stéphane. Et Jean-Pierre. Une question très simple. Selon toi, Gorbatchev avait-il essayé de sauver le système ou au contraire en est-il le fossoyeur? Voilà. Grande question. 1 million de roubles. 1 million d'euros. Dans le socialisme trahi, Gorbatchev est présenté comme un fossoyeur. Voilà. Non, et pas comme quelqu'un qui a essayé de sauver le système. Mais cette question, en réalité, elle est encore débattue aujourd'hui. Je pense que nous n'avons pas encore, c'est 90, hein, donc ça fait quoi? Ça fait 35 ans. Donc nous aurons des matériaux dans 20-25 ans, 30 ans, pas avant. Les archives. Les archives ne seront pas déclassifiées avant 25-30 ans. Donc il faut attendre. Jean-Pierre et Jean. Jean-Pierre. Pour présenter, si tu as 1 million d'euros, je connais une combine pour les transformer en dollars ou en euros. Voilà, on va le couper au montage. Alors. Et vous savez qui fait ça? La Turquie. Je suis témoin d'une Russe qui a acheté un appartement à Paris et elle a transféré l'argent de Russie. Donc vous voyez les sanctions. Ça c'est un aparté. Sur Gorbatchev, en dehors que j'ai rencontré 2 fois, j'ai pris le petit déjeuner quand il était venu en vacances. On avait loué pour la délégation soviétique immédiate. À l'époque, il était ministre de l'Agriculture et secrétaire, je ne sais plus de quelle fédération, secrétaire général. Pour moi, c'était un homme assez intéressant, très ouvert, très humain, contrairement à toutes les autres délégations, ils étaient tous rigides et tout, lui, tranquille. L'anecdote, c'est que la délégation partait de promis, par exemple, parce qu'il y avait des produits qu'on ne trouvait pas en Russie, et dans la délégation, il y en a même qui achetaient des lampes, des machins, bon, ils avaient le droit à tout ce qu'ils voulaient. Gorbatchev préférait, avec Raïssa, aller, parce qu'il y avait une plage privée de celui-là, aller se baigner dans la journée au lieu de... Voilà. Pour montrer aussi le personnage. Moi, je trouve que on l'a trop attaqué, parce que Perestroïka, c'était pas la remise en cause du communisme, tel qu'il avait, c'était de l'améliorer et d'apporter des réformes. Seulement, il n'a pas été soutenu, il n'a pas été soutenu par les partis communistes occidentaux, notamment le PCR, et ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, le capitalisme l'a enjolivé, même Thatcher, etc., on l'a montré comme quelqu'un, un grand réformateur, etc. Et quand on a vu comment ça s'est passé les choses, qui a fait le coup d'État? Helsinki, qui était un agent de la CIA en réalité, parce qu'il a tout remis en cause. L'erreur qu'il a eue, Helsinki, c'est qu'il a mis à Poutine en croyant que c'était un pantin, et puis il s'est trompé. Mais je veux dire, quand on se rappelle la perestroïka, glasnost, c'est-à-dire on va donner voilà, tel que nous sommes, il faut qu'on réforme, etc. Il n'a pas été soutenu. La preuve, moi je me rappelle, son arrestation, on m'avait montré en Crimée, je crois, il était en vacances, il avait un pull tout sale et tout, ils l'ont arrêté comme un simple brigand, un voleur de sandwich. Je trouvais que c'était
Et encore aujourd'hui, moi je vois que quand je me permets de dire, ouais, ben moi je l'ai connu personnellement, mais bon, ah ben putain, c'est lui qui a foutu en l'air l'Union soviétique. Non, il y avait tout un processus qui était engagé. Je ne parle pas des autres pays, parce que là aussi j'étais témoin. Mais s'il avait été soutenu, peut-être que l'Union soviétique aurait pu résister. Non, attends, après. Jean. Oui, je voudrais confirmer un peu ce que tu dis. D'une autre façon, Gorbatchev a donné rétrospectivement, bien sûr, avec tout ce que ça comporte d'auto-justification, il a donné une très longue interview qui a été publiée. Dedans, on trouve malgré tout un certain nombre d'indications intéressantes. Par exemple, il évoque Tchernobyl, grande catastrophe, à une époque où il est déjà responsable. Bon. Et il dit, l'ensemble des scientifiques nous ont foutus dans la merde parce qu'ils nous ont dit qu'il n'y a pas de danger. Et donc ils ont agi, en gros, à l'aveuglette en quelque sorte, au moins au début, parce que les premières réactions des scientifiques, c'était on s'en lave les mains. Bon. Donc ça en dit long, ça, sur quand même les résistances et sur la façon dont la dénégation de la réalité à laquelle lui devait faire face. L'autre indication qu'il donne, c'est sur la voie qu'il aurait voulu suivre. Et elle est intéressante parce qu'il dit carrément qu'il envisageait quelque chose du même ordre que ce qu'avait fait Deng Xiaoping en Chine. Ah. Bon. L'économie socialiste de marché. Oui, oui, absolument. Alors, bon, peut-être que ça a une part de justification rétrospective, puisque l'interview est de longtemps après, je ne sais plus exactement, mais oui. Ça me semble intéressant parce que, précisément, ça permet de voir aussi, à la fois que, non, il ne veut pas liquider le système, bon, mais que la solution qu'il donne et qui est une sorte, disons, de NEP gigantesque, comme elle a été faite en Russie, en fait, conduisait à du capitalisme d'État revu et corrigé. Et puis, c'est d'autant plus intéressant qu'on sait aujourd'hui que cette économie socialiste de marché, elle marche. Oui, oui, attention, elle marche, mais avec quelque chose qui n'était justement pas, et ça aussi c'est intéressant, dans le contrat de Gorbatchev, si j'ose dire, elle marche aussi avec une répression et un conformisme social qui l'excluait. Il ne faut quand même pas oublier que c'est lui qui a remis en cause le rôle dirigeant du parti, qui était quand même un des piliers essentiels doctrinaux et en même temps politique, économique de l'URSS. Donc, liquidateur, certainement pas, myope sur le communisme, à coup sûr. Si j'ose... Bon. Alors là, c'est le moment d'indiquer que le socialisme trahi aux éditions d'Elga, si je devais qualifier les auteurs, dont je ne me souviens plus des noms, mais je dirais que ce sont des nostalgiques du stalinisme. Et oui, bah oui. Le mec de Delga. Édition Delga. Mais il ne publie pas que ça, mais en tout cas, quand il y a quelque chose à... On a eu un reproche de nos débats par le secrétaire général du PRCF, et vous savez que l'édition Delga, c'est eux qui diffusent dans les fêtes de partout. Donc il y a Georges Gaston, qui nous en a mis plein la gueule, qu'il faut arrêter de critiquer Staline, qu'on ferait mieux de débattre de la paix. Et regarde toutes nos vidéos. Daniel s'est permis de répondre en allemand une question administrative, en disant, bon, on a un programme prévu, c'est pas... mais vous voyez que la réaction de... Oui. Jean, tu as fini? Oui. D'accord. Nicole et José. J'avais vu un film que Gorbatchev avait metteur en scène. Il avait fait un film. C'était entre la mort de sa femme et quand il est parti, il a été complètement le pouvoir. C'était un homme qui avait pensé les choses et j'avais bien compris ce qu'il avait voulu faire, mieux que ce qu'on disait dans la presse, mais il disait, quand je proposais ça, finalement,
pas le fait de l'argent. Vous dites qu'ils approvisionnent d'une façon ou d'une autre. Et si on ne sait pas comment ils approvisionnent, ça veut dire que c'est pas un approvisionnement légal. Bien sûr. Mais, Donc, j'avais trouvé que ce qu'il avait dit, c'était assez intéressant. Il a dit qu'à faire remettre les choses en place, je me suis retrouvé seul. bien sûr. Pas gros, hein. On estime, ça c'est Moshe Lewin qui le dit. Il dit, au fil des décennies, dans le langage franco-français, nous dirions les directeurs d'administration centrale, ou bien les présidents d'EDF, ou des Charbonnages de France, enfin qui n'existent plus, mais bon, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Des grands serviteurs de l'État qui président aux destinées de grandes entreprises publiques ou bien de grandes directions d'administration centrale. Il y avait l'équivalent en URSS. Et Moshe Lewin dit qu'au fond, ces gens-là, tous ces gens-là, donc ça faisait des centaines ou des milliers, ça je ne sais pas, tous ces gens-là s'étaient intronisés propriétaires, quasi propriétaires de l'économie de l'URSS. Et que quand est arrivé Gorbatchev, mais surtout quand est arrivé Eltsine, ils ont glissé tranquillement de simili quelque chose à propriétaire, possédant. Voilà. Et puis je rappelle qu'il y avait 20% de marché noir. José. Oui, simplement. Ce que tu as appelé le moment Gorbatchev, je crois qu'il aurait fallu l'appeler aussi moment Andropov. Il y a 2 ans, à peu près, dans la Pravda, alors j'ai vu une traduction, hein, t'inquiète pas, il y a un historien, membre du Parti communiste russe actuel, qui a écrit un texte pour, on va dire, réhabiliter Andropov. Andropov, c'était, rappelle-moi... C'est patron du KGB. Non, c'est surtout le secrétaire général du parti avant Gorbatchev. C'est celui qui a assuré la transition entre Brejnev et Gorbatchev. Alors, je ne suis pas en train de dire c'était mieux avant ou des choses comme ça, c'est pas ça. Et je ne suis pas en train d'essayer de réhabiliter l'un ou l'autre. Ce qui était intéressant, c'est qu'il commence, le gars, par dire on n'a pas les archives. Donc, tout ce que je vais raconter, c'est des choses que j'ai pu piocher de première main ou dans des sources que je peux identifier. En raison de ses responsabilités, voilà. Évidemment. Non. Simplement, en lisant la presse, en dépouillant des articles, etc., je peux avoir tel et tel truc. Alors, effectivement, Andropov, il a été, mais pas seulement, il a été le patron aussi du KGB, mais il avait tout un passé derrière lui, secrétaire de l'Alliance communiste et des choses comme ça. Ce qui est révélateur, c'est le portrait qu'il fait en même temps de Gorbatchev, qui a été un des lieutenants d'Andropov. Andropov, il n'est pas resté très longtemps au pouvoir. Hein. Je ne sais pas si c'est 2-3 ans, pas plus. Et Gorbatchev le suivait. Si j'ai bien compris l'article, les choses qui ont été initiées par Gorbatchev, finalement, c'était en réalité déjà dans la pensée d'Andropov. Sauf que lui, il n'a pas été jusqu'à mettre en cause le rôle dirigeant du parti. Deuxième chose, de par ses fonctions précédentes à la direction des renseignements, et il savait parfaitement quel était l'état de l'économie, quel était le rôle que jouaient les chefs de service dont tu parles, mais ce n'est pas simplement au niveau de l'administration centrale, c'était dans toutes les fois. Parce qu'un de ses boulots à lui, ça a été aussi de se balader auparavant et de cultiver les renseignements sur toutes les régions et sur tous les services. Deuxième chose là-dessus aussi, donc il qualifie Gorbatchev, l'article, de quelqu'un qui était extrêmement obséquieux et obsédé par sa carrière.
qui a toujours été d'accord avec ceux qui étaient au pouvoir, avec comme idée, j'arriverai au pouvoir. Ça laisse penser un certain nombre de choses. Moi, je ne veux pas refaire l'histoire, je ne dis pas si Andropov avait vécu ou quoi que ce soit, mais je crois qu'on était déjà dans la période où on sortait du dégel. C'était la fin de Brejnev, et le parti russe se posait ce type de questions. Il savait qu'il y avait plein de gens qui avaient des grèves spontanées. Alors, ce n'était pas forcément des grèves organisées, c'était je ne vais pas travailler, je suis malade, je suis fatigué, etc., etc., avec une désorganisation de la production considérable. Déjà sous Brejnev. Andropov, il voulait lutter la contre. Je crois que ça explique beaucoup de choses, cet article. Je te l'enverrai, c'est sacrément intéressant. Je suis preneur, Jean-Pierre et Erico. Sur Andropov, moi j'avais rencontré des dirigeants du Parti communiste bulgare, très proches de mon beau-père, qui en faisaient l'éloge en disant c'est lui qui va aider l'Union soviétique à s'en sortir. Mais si vous regardez aussi les choses, Gorbatchev, il n'a fait pas partie des milliardaires comme Eltsine ou quoi. Parce que quand il a été élu Eltsine, sa fille, vous savez où elle a acheté la villa? Cardantine. Des millions. Enfin, et plusieurs. Mais Gorbatchev, vous savez, ce qu'il a fait après, il a été discrédité, etc. Il s'est occupé d'une association humanitaire pour la paix et tout. Donc, ce que je vous disais au début, l'esprit de cet être humain, vous voyez, il est allé jusqu'au bout, parce qu'il aurait pu être milliardaire, hein, c'était vite fait, en disant je suis d'accord, Boris, Eltsine, et on partage, voilà. Mais vous voyez, quand même... Bien sûr. Rico et Stéphane. Je me rappelle que cette période, Christine en Guadeloupe, il y a des camarades du lycée qui avaient rencontré Gorbatchev. Et quand il y a eu cette transaction éclatée, le PCG n'était pas sur la même ligne que le PCF. Et il y a eu un congrès du PCG en Guadeloupe, avec un permanent du PCF, on n'était pas du tout sur le même modèle de vie. C'est deux PC différents. C'est deux PC différents. Je peux apporter une précision, parce que j'ai voulu créer le Parti communiste pour les Européennes de 89 en Guyane. Donc on m'avait sollicité le comité national pour avec discrétion, parce que j'étais associé à une entreprise de blanc, donc il ne fallait pas trop. Mais on m'avait présenté un avocat qui était le défenseur du syndicat unique, UGT, mais donc j'avais réuni quelques camarades, mais le national m'a dit non, tu ne crées pas de section du Parti communiste. Pour quelle raison? C'est que c'était un principe dans le cadre de la décolonisation. On dit on a permis que les partis communistes réunionnais, Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais soient autonomes. C'est pour ça que souvent, ces partis communistes avaient des positions différentes du Parti communiste français. Oui, mais il y a un élément important, c'est que quand il va entrer en France, pour aller à l'Assemblée nationale, il devrait prendre une carte de PCR, parce que c'est le porte-parole du PCR qui parle de tout. Stéphane. Ouais. Nicole. Stéphane. Deux choses. Un communiste, un dirigeant de ces pays-là, s'il commet une mauvaise action, c'est-à-dire piquer dans la caisse, imaginons, est-ce que ça veut dire qu'il faut jeter tout le système avec? Après, ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui commet une mauvaise action, c'est tout simplement, il est malhonnête et puis c'est tout. On ne va pas commencer à dire, oui, c'est tout le système qui est coupable du fait que quelqu'un a pioché un jour dans la pièce qui a fait un détournement. Première chose. Deuxième chose, il faudrait ne pas mélanger les dates entre 90-91, avant et après. Les gros détournements, les entreprises qui ont été privatisées ou les gros détournements, ça a été après 91. Yeltsin, sa fille, et ainsi de suite. Je
Je ne pense pas que c'était à l'époque du règne de Gorbatchev qu'il y a eu de gros détournements d'argent. Ça, je ne crois pas trop, mais bon. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que Mikhail Gorbatchev a été nommé au prix Nobel de la paix en 90. Il ne faut pas oublier que la dotation de ce genre de prix, c'est $1 million. Il a dit qu'il avait mis au nom de sa fondation qu'il a créée. Après, bon, il n'y a que lui qui sait ce qu'il en a fait. Alors, moi, je réponds en fonction de ce que je sais, de ce que j'ai lu. Dès l'époque de Brejnev, et même avant, mais Brejnev, ça dure un certain temps. 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Voilà. Donc, ça dure un certain temps. Dès l'époque de Brejnev, les responsables dont je donnais le profil tout à l'heure avaient tous déjà acquis, non pas la propriété, c'est pas le mot, mais la possession, on va dire, la possession. L'usufruit, voilà. Merci Victor. On va dire l'usufruit. Avaient tous acquis l'usufruit de l'économie soviétique dès avant Gorbatchev, sous l'ère Brejnev. Sous l'ère Brejnev, le marché noir atteint 20-25%. On n'est donc pas, il ne faut pas faire de fixation sur Eltsine. Bon, je veux bien qu'on parle d'Eltsine, mais c'est pas le problème, Eltsine. On n'est donc pas sur des cas individuels, on est sur des effets de système. C'est le système soviétique et l'économie soviétique telle qu'elle fonctionnait qui a produit, construit une catégorie d'individus qui se sont impatronisés dans l'économie soviétique. Effet de système. Voilà. D'autres questions? Sinon, on va passer à la suite parce que l'heure tourne. Alors, je voudrais aborder maintenant la question de Gramsci. Gramsci, l'État, le communisme, etc. C'est aussi un sujet qu'il faut aborder sur le socialisme et le communisme, mais là, cette fois-ci, venant de partie des pays occidentaux. Il y aurait tellement de choses à dire, évidemment, mais je vais me limiter à ce qui nous... au sujet que je remue depuis le début. Je vais commencer par ce que dit Gramsci, par exemple, sur la révolution d'octobre de 1917. Cela a été une conquête du pouvoir brillamment menée par Lénine au moyen d'une guerre de mouvements politiques, dans laquelle la cible était l'État russe de l'époque, c'est-à-dire un État classe, principalement défini par la triade armée, police, justice. Voilà, 1917. Cette guerre de mouvement, dit Gramsci dans les cahiers de prison, elle se heurterait aujourd'hui à des difficultés prohibitives. Dans les grands pays d'Occident, en effet, l'État est devenu tout autrement robuste à travers une longue histoire. Il ne se limite plus au gouvernement et à ses appareils de contraintes physiques, armée, police, justice, mais a évolué vers ce que Gramsci appelait l'État intégral, c'est-à-dire vers une réalité bien plus vaste et par là même bien plus résistante, sa fonction n'étant plus seulement de contraindre, mais pour le moins autant d'organiser le consensus actif et volontaire, libre des masses, autrement dit, d'assurer l'hégémonie d'un bloc historique de forces sociales
sur l'ensemble de la société. Ça, c'est les cahiers de prison. Hein. L'hégémonie pour Gramsci, c'est une émergence complexe qui rayonne, ça c'est très important de bien le voir, bien au-delà de l'État-classe. L'État-classe, armée, police, justice. Pour le définir rapidement, armée, police, justice. C'est la répression, essentiellement. Donc, l'hégémonie, émergence complexe qui rayonne bien au-delà de l'État-classe, bien au-delà même de son appareil administratif et du lacis d'organisation d'institutions qu'il peut influencer, mais qui tend à innerver aussi l'école, les partis, les syndicats, les médias, finalement l'ensemble de la société civile et de la vie associative qui l'habite, qui l'anime. Cette hégémonie est une longue conquête de métamorphose, la puissance pratique de coercion de l'État en autorité éthico-culturelle, morale, bien plus large, et par là capable de se faire non pas simplement obéir, mais reconnaître, voire intérioriser par eux sur qui elle s'exerce. Donc, toujours pareil, les cahiers de prison, c'est toujours les cahiers de prison. L'État intégral, dit Gramsci, c'est dictature plus hégémonie. Dictature, comprendre l'État-classe, hégémonie, l'État intégral, je vais y revenir. On pourrait dire, là où je dis dictature plus hégémonie, on pourrait dire État-classe plus État intégral. Gramsci dit aussi que l'État intégral, formule qui est très connue, est une hégémonie cuirassée de coercition. Là encore, on pourrait traduire, moi j'aurais tendance à traduire, c'est un État intégral cuirassé d'État-classe. Vous voyez, hein? Hégémonie cuirassée de coercition, hégémonie, je le remplace par État intégral, et coercition, je le remplace par État-classe. Rien que pour cette idée, moi je pense que Gramsci, il peut figurer au panthéon des auteurs marxistes, rien que pour cette idée. C'est vraiment une idée formidable. Quelles conséquences d'un point de vue stratégique? C'est pour ça que je regarde tout ça. C'est pour en arriver à ce genre de réflexion. La théorie de Gramsci nous aide à comprendre pourquoi les sociétés occidentales donc, sont devenues très résistantes, dit Gramsci, aux catastrophes et aux révolutions. Et nous aide à comprendre que la guerre de mouvement, 1917, c'est terminé, ce n'est plus de mise. L'heure est maintenant à la guerre d'opposition. Bien. Dire ça, c'est dire que pour les dominer et leurs organisations, s'ouvre une autre époque faite d'engagement, d'efforts dans la longue durée, de combats politiques et idéologiques de très longue haleine. Vous voyez pourquoi? Parce que la guerre de mouvement, 1917, la guerre d'opposition, c'est des années, des décennies. Il faut venir à bout, en effet, dit Gramsci, de tout un système de tranchées et fortifications, renforçant la société civile et le pouvoir qui la domine, ce qui exige, dit Gramsci, une concentration inouïe de l'hégémonie. Et j'en viens à la conséquence stratégique essentielle. La conquête de l'hégémonie moyennant une persévérante lutte politico-culturelle est même le préalable nécessaire
de l'accès au gouvernement. Car, dit Gramsci, il ne faut pas compter seulement sur le pouvoir, sur la force qu'il donne pour exercer la direction ou l'hégémonie politique. Rappelons ce que disait Tauzel, étant étudié Gramsci en 2016. Une classe ne peut être brutalement, durablement dominante et si elle n'est pas dirigeante. Voilà. Alors, Gramsci toujours, continuons avec Gramsci. Par exemple, sur le dépérissement de l'État. Autre grande question, bien entendu, que j'évoque là comme ça de manière oblique. Gramsci envisage le dépérissement de l'État dans ce qu'il appelle la société réglée. Dans son langage, c'est la société communiste. Il parle de société réglée, on pense que c'est pour déjouer la censure de ces geôliers. Bien. Tant que l'État classe existera, dit Gramsci, il ne pourra exister de société réglée. Et comment, question, comment voit-il le processus de disparition de cet État-classe? Il voit l'État comme susceptible tendanciellement de disparaître et de se dissoudre dans la société réglée. Et cela se fera au fur et à mesure que s'affirmeront des éléments de plus en plus considérables de la société réglée ou de l'État éthique ou de la société civile, que se formera ainsi un État sans État. Voilà. C'est aussi l'impact de la marché de l'Italie. Non, pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. J'y viens. Non, pas du tout. Je vais commenter ça immédiatement. Un État sans État. Non, surtout pas une erreur de ce type. Un État sans État. Non. Un État sans État. Donc ça, c'est une formule qui peut susciter des réactions diverses et variées. Mais c'est une idée géniale de Gramsci, je vais expliquer pourquoi. Il faut déplier la formule, je la déplie. L'État classe, non. Que veut dire Gramsci? Il veut dire un État sans État. Qu'est-ce qu'il a en tête? Il a en tête un État intégral sans État-classe. C'est ça qu'il a en tête. Quand on lit les cahiers de prison. Il a en tête un État intégral, c'est-à-dire fondé sur l'hégémonie intellectuelle et morale. Ok? Sans État-classe, c'est-à-dire fondé sur la répression ou la menace de la répression. Armée, police, justice. Ça, c'est une idée géniale. Il n'introduit pas d'éléments ou de concepts nouveaux, simplement, il a une manière extraordinaire de les articuler, de les articuler dans une formule qui fait mouche, un État sans État. Et voici la suite de la citation. L'État classe se dissoudra dans la société réglée, société communiste, faisons advenir un État sans État. Donc tous les citoyens, réellement égaux et donc également raisonnables et normaux, deviendront susceptibles d'accepter la loi spontanément, librement, et non par coercition, comme imposé par une autre classe, comme quelque chose d'étranger à la conscience. Alors bien sûr, il faut avoir là il faut tout de suite dire que Gramsci n'est pas un niais. Il sait très bien que ce qu'il est en train de décrire là, il faudra des décennies, évidemment, pour que cela advienne. Au début de ce processus, il faudra certes une phase d'état d'ailleurs, de nuit, c'est-à-dire une organisation coercitive qui
protégera le développement de la société réglée en continuel essor et réduira donc graduellement ses interventions autoritaires et coercitives, marquant par là le début d'une ère de liberté organique. Voilà. Donc je répète. On est donc sur l'idée d'État sans État. J'ai dit, on peut reformuler État intégral sans État-classe. Mais vous avez vu, pas vraiment au début, hein, c'est un long processus. Au début, il faut ce que Gramsci appelle un État veilleur de nuit, hein, mais qui s'éteint progressivement. Donc État intégral sans État-classe. Moi, je reformule encore et encore, un État intégralement intégral. Un État intégralement intégral. Bien sûr, il faut, intellectuellement, bien sûr qu'il faut se faire violence pour concevoir tout ça. J'en appelle tout de suite à Jean Roblin tout à l'heure quand j'aurai fini ma péroraison. Hein. Et là, il faut se faire violence. Cet État intégralement intégral, ce n'est plus un État qui surplombe la société. Il lui devient immanent. Moi je dis, il trempe dans la société. C'est un État qui trempe dans la société. Les pouvoirs publics sont entre ses mains. Les citoyens se les sont appropriés, tous égaux, tous libres. Donc comme gagne temps, ça je ne le dis pas. Voilà. Allez, on relance le débat. Jean. Allez, Jean. Ouvre le débat. Oui, dans l'état actuel, disons, la société civile est faite essentiellement de ce que Gramsci appelle une trame privée de l'État. Bon, juridiquement, pour donner un exemple, les partis politiques sont juridiquement des associations privées. Ça ne les empêche évidemment pas d'avoir un rôle étatique, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon. Et je crois que c'est aussi un aspect essentiel de cette transformation, c'est de se dire que cette trame privée ne va plus du tout être simplement privée, que c'est elle qui va, en quelque sorte, occuper l'espace public et structurer, en quelque sorte, l'espace public. Ceci dit, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Il parle, et c'est vrai, de l'égalité de loi. Bon. Et apparemment, là, cette loi, elle est acceptée, elle est effectivement librement acceptée, mais il ne dit pas que ça se réduit à des mœurs. Si vous prenez, bon je dis ça pourquoi? Parce que si vous prenez l'État et la Révolution, Lénine dit, lui, carrément, bah, dans la société communiste, il n'y a plus à proprement parler de loi, il y a des mœurs, c'est-à-dire que n'importe qui dans le métro voyant une femme agressée ira casser la gueule à l'agresseur. Enfin d'ailleurs, à mon avis, il est vachement optimiste. Bon, mais passons. Donc, c'est une idée qui fait bouger en quelque sorte la structure de la société communiste chez Gramsci, parce que lui prévoit encore quelque chose qui est du domaine de la loi, mais de la loi librement acceptée. Ce qui est une idée, alors là, bon, d'où ça vient, de Hegel. Bon, mais là, bon, je ne sais pas, ça vient, oui, des principes de la philo du droit, mais où Hegel, lui, en faisait la marque de l'État actuel. Bon, et là,
Bon. Excuse-moi, une parenthèse, société réglée, ça exprime ça. Alors, société réglée, ça exprime ça, tout à fait. Bon. Seulement, alors, le problème de Gramsci, c'est pas simplement Gramsci. Pourquoi comment a-t-il été, si j'ose dire, lu, interprété et connu? Parce que tu vas parler des partis occidentaux. Bon. Il ne faut pas oublier que, précisément, d'abord, bon, sous le fascisme, il n'est pas question de le publier, évidemment. Donc la première publication des cahiers de prison, c'est 48-50, mais sous une forme en quelque sorte, oui, thématique, et dans les thématiques, on peut trouver passé, présent, les intellectuels, etc. C'est Togliatti. Oui, c'est Togliatti, bien sûr. Mais il y a une rubrique de Gramsci qu'on ne trouve pas, qui est américanisme et fordisme. Ah non. Elle est dissoute dans les autres rubriques. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire qu'on se désintéresse d'un des aspects essentiels de Gramsci, qui est que cette démocratie et cette société réglée, elles s'enracinent effectivement dans la production. Et il faut attendre donc 1975 pour avoir le texte dans sa structure actuelle. Et je crois que c'est encore plus compliqué pour les textes publiés par Gramsci avant. Voilà, avant les cahiers de prison. Avant les cahiers de prison, en particulier les articles sur les conseils d'usine. Et précisément, c'est l'oubli de l'américanisme et fordisme, c'est aussi la sous-estimation du problème des conseils d'usine. Alors effectivement, ce problème-là, les conseils, c'est l'équivalent des soviets. Le conseil soviétique. Voilà, bon, hein. Ce problème-là, il est essentiel. Dans les cahiers de prison, peut-être pour des raisons de conjoncture, à savoir, bon, les conseils, il n'y en a plus, hein, ils ont été cassés par la répression en Italie, bien sûr, et même en Allemagne. Bon, en Allemagne, ils ont été cassés entre 18 en gros et 22, et entre autres, ils ont été cassés par les camarades socialistes. Bon, il ne faut même pas l'oublier. Et ça, donc, c'est l'aspect de Gramsci qui va être perpétuellement sous-estimé. Et évidemment, dans les cas de prison, il y a une référence, à ma connaissance, au Conseil d'État. Et une seule, mais qui montre que Gramsci maintenait sa conception des conseils. Oui, parce qu'on a beaucoup dit qu'il l'avait abandonné. Qu'il l'avait abandonné. Ce n'est pas vrai à mon avis. Bon. Simplement, il y a des questions de conjoncture et des questions de censure qui font qu'il est bien obligé de... Et ça ne va pas être innocent, ça. Après 68, on va avoir en Italie une résurgence de toute une activité interne aux entreprises, bon, avec... ouais. Or, prenez la gauche du PCI dans ces années-là, à savoir Pietro Ingrao, qui passait pour le théoricien de la gauche. Ingrao dit expressément la démocratie directe. Bon, c'est bon comme organe de lutte, mais ça ne va pas devenir l'organe du pouvoir. Alors, je vous rappelle que Lénine a dit strictement le contraire pour... oui. Oui. Bon. Autrement dit, on n'envisage pas véritablement un processus révolutionnaire capable de s'appuyer sur la démocratie directe, y compris dans les entreprises, pour transformer l'État. Et alors, évidemment, en France, ça a été pire. Bon, Gramsci était très peu connu hein, dans ma jeunesse à moi. Et effectivement, il est lancé sur la scène française par quelqu'un qui s'oppose à lui, à savoir Althusser. Bon, ce qui est évidemment un paradoxe étrange. Bon.
Mais qu'est-ce que ça va donner? Ben, ça va donner une conception vaguement démocratique, hein, où effectivement, bon, on va démocratiser l'État, etc. Bon, là-dessus, je crois que bon, c'est pas être méchant que de rappeler toutes les âneries dites à l'époque par les théoriciens gramscistes français comme Jacques Texier. Je regrette que je tenais pour un imbécile, mais ça c'est autre chose. Comme il est mort, je peux plus se défendre. Donc vous voyez, je crois qu'il y a une histoire de Gramsci. Est-ce que tu dirais qu'il faut réhabiliter ce que Gramsci disait vraiment? Ah oui, absolument. C'est ça. Absolument, absolument. Et contre des interprétations, parce que... De tous les gens des années 70-80. Ben, il a été d'abord lu à travers Togliatti. Ouais. Mais c'est vrai que Togliatti, à la Libération même, c'est pas une perspective révolutionnaire. Donc, le partage avait été fait à Yalta, il n'était pas question de lancer. Bon, voilà, c'était comme ça. Bon, mais dans la suite des événements, on l'a oublié, voilà. Donc oui, Gramsci, oui, le gramscisme. Ouais. D'autres interventions, José? Je crois qu'il ne faut pas oublier dans quelles conditions il a écrit. Les premiers textes qu'il a écrits, c'est au moment des soviets dans les usines du Piémont. Et ce n'est pas des bouquins théoriques, c'est des articles de journaux. Et c'est à prendre en compte, c'est-à-dire quelque chose qui est directement lié à l'actualité, à ce qui se passe. Quand il écrit les cahiers de prison, il n'a pas écrit les cahiers de prison en titre. Il a écrit des petits papiers et qu'il faisait passer au fur et à mesure comme il pouvait. Des cahiers. Oui, des cahiers, des éléments de ce qui a été publié plus tard. Là aussi, pensez aux conditions. Il ne lit pas tout ce qu'il veut. Il n'a pas accès à tout ce qu'il veut. Il n'a pas... Non, non, ça je te le garantis, il n'a pas accès à tout ce qu'il voudrait. Il n'a pas accès à tout ce qu'il voudrait pour travailler. Deuxièmement, lorsqu'il est dans la première partie de sa vie, il écrit et il est dirigeant du Parti communiste italien. C'est-à-dire qu'il a une pensée qui est tournée vers l'action et une suite. Lorsqu'il écrit les cahiers, il est toujours un des dirigeants, mais malheureusement sans lien avec la réalité immédiate, sans lien concret, permanent. Je veux dire, il ne peut pas aller dans les usines, il ne peut pas, etc. Je crois qu'on a beaucoup perdu en oubliant ces éléments-là. Après, on en a fait un penseur, figé, tac, tac, il est dans son bureau, il écrit. Non, c'est pas ça. Il essaie de réfléchir à la situation dans laquelle il se trouve. Et je crois qu'un des éléments, et je suis d'accord avec toi là-dessus, sur lequel il faut le réhabiliter, comme il faut réhabiliter Lénine, c'est l'histoire des soviets. C'est l'histoire de « il faut que la population soit convaincue que » et décide que. C'est pas autrement que l'on pourra avancer. Et je termine avec cet élément-là. Pas oublier que les cahiers de prison, quand il décrit aussi le mécanisme de prise du pouvoir par les fascistes. Et la façon dont le régime fasciste s'est emparé de cela. Et il essaie de se demander comment on fait pour s'en sortir. Parce qu'à ce moment-là, la répression, croyez-moi, c'était pas de la tarte. Jean-Pierre, alors, déjà, Gramsci, il a fait une expérience dans une usine nucléaire où il y avait des conseils, etc. Donc il y a cette expérience. Mais pour moi, il y a deux Gramsci. Il a suivi cette période. N'oublions pas que Gramsci connaissait bien Mussolini parce qu'ils ont créé le Parti socialiste italien. Donc ça, ce qui m'amène quand même à m'interroger de voir que le parti d'extrême droite, souvent il citait Gramsci, mais je ne sais pas pour quelle raison vraiment. Mais ce qui s'est passé quand il était en prison, parce que quand même, si vous avez aucune documentation, aucun livre, etc.,
vous ne pouvez pas écrire ce que l'a écrit Gramsci. Et ce qu'on sait, c'est que Mussolini, il a autorisé, il était contre Gramsci, qui était pourtant, il se connaissait, il a autorisé de lui donner des livres qu'il souhaitait. Ce que souhaitait pas Mussolini, c'est qu'il publie ses réflexions. Mais ça, c'est parce qu'il n'aurait pas pu écrire tout ce qu'il a écrit. Parce que quand vous voyez, comme il a passé le temps en prison, 30 ans, 6 ou 7 ans. 6-7 ans, oui, mais Non, 26, 37. 26. voilà, Il est mort en 2037, je sais plus. donc, Mais il a écrit à partir de 29 seulement. voilà, il lui fallait quand même, quand on fait nous, on lit, etc., on essaie d'avoir des références. Parce que je ne crois pas que un être humain puisse tout seul imaginer tout ce qu'il a. Pour moi, Gramsci, il a mis à jour Marx à sa période et qui est d'actualité aujourd'hui. Donc ça, ce que tu dis sur Mussolini, je pense que Jean peut le confirmer. Et en plus, j'ajouterais qu'il y avait quelqu'un qui avait mis à sa disposition un budget de très grande importance, un très très gros budget. Donc, dans les prisons où il se trouvait, il pouvait se procurer, commander des livres aux libraires des villes où il se trouvait, et voilà. Bon. Donc, et puis en plus, il n'y a qu'à lire les cahiers de prison pour constater qu'il avait lu des tas de choses. Alors c'était aussi, pas seulement des livres, mais il y avait des montagnes de revues. On dirait aujourd'hui, genre, la revue Commentaire, la revue, comment on appelle ça, des revues de réflexion, quoi. Hein, des revues académiques. Donc il lisait des montagnes de revues de ce genre, ou des journaux, et puis aussi bien sûr des livres. Bon, mais les livres, il en lisait des kilos et des kilos. Voilà ce qu'on peut dire sur Jean. Simplement, l'essentiel de ce qu'il a pu se procurer, c'était essentiellement des livres italiens, des revues italiennes, des livres français aussi, en particulier d'économie, des trucs comme ça. Bon, il y a un domaine où, à mon avis, il n'a pas eu de documentation, c'est sur la Russie soviétique, et en particulier à partir des années où il écrit. Parce qu'il n'y a pratiquement rien, sinon rien, sur, par exemple, la collectivisation. Ce qui est énorme. Bon, bien sûr. Donc, oui, Mussolini lui a permis il a été aussi soutenu, des gens comme Sraffa l'ont soutenu, des choses comme ça, mais avec des limites bien précises. D'autres lui ont scié ou lui ont cassé les pattes. Oui. On dit que il aurait peut-être pu être libéré avant 1937, mais que au sein du Parti communiste d'Italie, l'enthousiasme n'était pas vraiment au rendez-vous pour le voir sortir de prison. Il se dit que... Bon, mais là, on n'a pas de document qui règle cette question de manière définitive. Hein. Mais il y a des gens qui pensent que... Voilà. Et ça se trouve dans des publications très sérieuses. Hein, ah oui, que j'ai trouvé ça, toi aussi, sans doute. Bon, ce sont des supputations que l'on peut faire, mais on n'a rien pour l'attester. Bon, voilà. On arrête là sur Gramsci, il y aurait beaucoup d'autres choses. Ah oui, la droite qui cite Gramsci. Quand même, il faut dire quelque chose là-dessus. Effectivement. Donc la droite et l'extrême droite citent Gramsci. Ce que tu dis. Donc, oui. Moi, je préciserai ceci. C'est que quand la droite ou l'extrême droite cite Gramsci, c'est pour mentionner dans Gramsci ce qui concerne l'hégémonie intellectuelle et morale. Mais
pas du tout quoi? La révolution. Pas du tout la révolution. La droite préempte Gramsci sur la question de l'hégémonie intellectuelle et morale. Quand Sarkozy, en 2007, je crois, dit « nous avons refait du Gramsci », je ne sais pas trop comment il dit ça, il ne parle que de l'hégémonie intellectuelle et morale. Il n'est pas question pour ces messieurs de la droite et de l'extrême droite de reprendre Gramsci en ce qui concerne les révolutions, bien sûr que non, ils ne sont pas fadas les mecs. Hein. Donc, il faut préciser ça. C'est la raison pour laquelle, quand nous avons fait des formations sur Gramsci aux jeunesses communistes, j'ai voulu insister énormément sur le fait que Gramsci, il faut bien sûr commenter longuement ce thème de l'hégémonie intellectuelle et morale, mais il faut le relier sans cesse à la question de la révolution. C'est très 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 important, surtout pour des jeunes. Hein, ce serait dommageable si des JC s'entichaient de Gramsci, mais juste pour l'hégémonie intellectuelle et morale, et oublient l'aspect révolution. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci. Juste un mot là-dessus. Qu'est-ce que c'est que le programme Périclès dont vous avez peut-être entendu parler? C'est l'hégémonie intellectuelle. Absolument, mais avec une refonte de la trame privée de l'État, c'est-à-dire des médias, des partis, etc. Donc, c'est de ce point de vue-là, c'est assez bon temps. Hein. Mais bien sûr, bien sûr. Alors, les communistes au gouvernement dans la France de la Libération. Là, c'est un dossier qui est un peu tête-bêche avec celui que nous venons de voir, parce que nous venons de voir le travail de Gramsci, théoricien, dans sa cellule, dans ses cellules successives, mais qui ne connaît aucune mise en pratique par la force des choses. Et pourquoi? Là, ici, c'est différent. C'est le Parti communiste français et des ministres qui mettent en place des choses, mais qui le font sans doctrine derrière. Et vous allez voir comment. Pardon? Pourquoi c'est doctrine? Quand ils ont fait le programme du Conseil national de la... Mais j'y viens. Il y avait une doctrine. Non, il y avait un document. Oui, mais les gens y croyaient, c'est ça la doctrine. Non. Si ça suffit. Non, ça suffit pas d'y croire. Là, ça suffit pas. Non, il faut une doctrine. Mais j'y viens. Alors, 45. À vrai dire, on ne peut pas commencer tout à fait à 45 comme ça. Il faut quand même un peu remonter à 36. Première date à mentionner, c'est 1933, la déroute du Parti communiste allemand aux élections. La victoire des nazis. La cause, en tout cas en termes de stratégie politique, la cause de ce résultat catastrophique, calamiteux, c'est la fameuse stratégie classe contre classe de l'internationale communiste, qui disait communiste, socialiste, tout ça c'est socialiste, social-démocrate et droite, et extrême droite, tout ça c'est pareil. Il faut raisonner en termes de classe contre classe. Le résultat, c'est la défaite du Parti communiste allemand et la victoire des nazis. Et cette ligne, elle avait été définie en 1928. La défaite de 1933, elle oblige l'internationale communiste à revenir là-dessus.
l'international communiste se dit quand même, on va arrêter les conneries, on va apporter quand même une modification à cette stratégie classe contre classe. Et donc, les partis communistes vont être autorisés à rentrer dans des stratégies d'union. C'est le Parti communiste français qui va se trouver le premier dans l'ordre chronologique en situation de faire l'union avec les socialistes. À l'automne 1934, le PCF avance la stratégie du Front populaire. Automne 1934. Et c'est le Parti communiste français qui le fait. Stratégie du Front populaire. Ce sont les mots. Vous connaissez la suite, je ne l'aborde pas. Je ne vais pas faire ici cette histoire. Mais je retiens ce qui est significatif pour notre discussion. En 1936, ce que je retiens, c'est l'institution des congés payés. Ça, c'est un progrès social, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi la nature du salaire qui change. Ça, c'est très important. Durant les congés qui sèvent, le salaire n'est plus prix d'achat de la force de travail par le capital, mais reconnaissance publique dans le travailleur des droits de la personne. Amorce d'une socialisation du salaire susceptible, si elle se généralisait, de remettre en cause les rapports de production capitalistes. Esquisse prometteuse, bien qu'implicite, d'un tout nouveau rapport possible entre réforme et révolution. Réforme et révolution, on va y revenir. Cette question, elle va se reproduire, elle va de nouveau se présenter, cette fois-ci en 1945 à la Libération. Je cite, pour éclairer ça, les propos de Thorez à l'entretien qu'il accorde au journal Le Times en novembre 1946. Les progrès de la démocratie à travers le monde, en dépit de quelques rares exceptions qui confèrent la règle, permettent d'envisager pour la marche au socialisme d'autres chemins que celui suivi par les communistes russes. Nous avons toujours pensé et déclaré que le peuple de France, riche d'une glorieuse tradition, trouverait lui-même sa voie vers plus de démocratie, de progrès et surtout de justice sociale. Déclaration qu'il faut décortiquer. C'est une novation totale, hein, en novembre 1946. Novation totale. Il faut la décortiquer. Thorez dit que les réformes en cours, 46, hein, novembre 46. Thorez dit que les réformes en cours vers plus de démocratie et de justice sociale sont reliées à la marche au socialisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait faire la révolution par la voie des réformes. Novation totale. Alors là, les soviets ne sont pas d'accord, hein, évidemment. Ils vont le faire savoir. Mais c'est ce que dit Thorez. D'autre part, il dit que la démarche, elle est caractérisée comme la recherche d'autres chemins que celui suivi par les communistes russes. Là, les soviets ne sont pas d'accord non plus. C'est intéressant, c'est super intéressant. Oui, mais l'effort d'analyse du PCF ne va pas aller plus loin. La déclaration de Thorez, ça va être un feu de paille. Ça ne va pas aller plus loin. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les communistes français vont réaliser des choses,
mais sans disposer d'une théorie, d'une doctrine. Alors que les Italiens, eux, ils avaient une doctrine, mais qui, par la force des choses, ne pouvait pas donner lieu à une mise en pratique. Voilà. Les deux dossiers sont donc tête bêche. Je reviens sur réforme et révolution. Jean-Pierre. C'est que Staline était contre le Front populaire. L'internationale communiste. Elle n'existe plus à l'époque. Ça s'appelait le Comintern. Comintern, dont Dimitrov était un grand dirigeant, lui soutenait cette démarche du Front populaire. Il faut voir aussi que même déjà en 1934-1936, il y avait des désaccords avec Staline. Plutôt Staline, parce que le Comintern n'avait pas tout à fait la même appréciation, parce qu'il y avait tous les partis communistes qui étaient adhérents. Bien sûr. C'est un bureau d'information, c'est beaucoup plus international. José. Ouais, je voudrais revenir sur ça. Le bureau d'information, ou la disparition de l'international, elle s'est passée après le Front populaire. Et les débats, ils ont eu lieu effectivement, alors que Dimitrov a joué un grand rôle sur la tactique. C'est pendant la guerre, hein, la disparition. C'est 43. 43, effectivement, mais... Il faut dire sur le papier, pas dans la réalité. Ah oui, sur le papier. Parce que les mêmes gens faisaient les mêmes choses. Non. Et le Comintern était le nouveau visage de cette machine en 47, 48. 43. Non, En 47. Le Comintern c'était 43. 47. Comme une forme. 47. Oui, il parle comme une forme. L'international, 43. terminaison 43. Oui. Et après-guerre, effectivement, jusqu'à l'après-guerre, il y a eu le Comintern. Oui, Et ensuite, il y a eu simplement un bureau de liaison avec les structures extrêmement allégées et les conférences internationales où ils se rencontraient. Mais moi, j'y reviens parce que c'est pas rien. La technique ou la tactique de Front populaire, hein, c'est bien le Parti communiste français qui l'a initié avec l'aide de Dimitrov. Dimitrov, c'est pas n'importe qui, hein, c'est celui du procès de Berlin. C'était aussi un sacré militant, il avait une certaine expérience et il pouvait réfléchir sur ce qui s'était passé en Allemagne. Le deuxième truc, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis à propos de l'absence de doctrine. Je voudrais citer simplement 2-3 exemples. Le premier, la nationalisation des compagnies de chemin de fer, ça remonte à avant le Front populaire. Ça remonte à avant le Front populaire. La SNCF, c'est 37. Oui, mais on a commencé par ramasser toutes les compagnies, etc. Et il y a eu une compagnie nationale après. Et la nationalisation, c'est telle qu'elle pouvait être envisagée par n'importe quel réformiste ou économiste capitaliste. Il s'agit de mettre fin à une concurrence axée sur des territoires et faire en sorte qu'il y ait une certaine cohérence économique. C'est tout. Lorsqu'il y a mise en place, des années après, de deux choses qui, pour moi, sont essentielles, EDF-GDF et la Sécu. Il y avait quand même une autre idée derrière ce que j'appellerais nationalisation. L'exemple le plus joli, c'est celui d'EDF-GDF, où on a commencé par dire il va y avoir 1% du chiffre d'affaires qui sera donné aux travailleurs. C'était les dividendes, hein, c'était leur part. C'était 1%, un point, c'est tout. Et c'est eux qui vont le gérer. Ça me rappelle quelque chose, moi, un truc que j'appellerais soviète, par exemple. Pas sur toute la masse salariale, pas sur toutes les décisions, mais sur cette partie-là, ce qui fait qu'on a eu pendant des années, et ils en ont encore quelques avantages, des tas de choses qui se sont passées en matière d'aide aux travailleurs, aide aux familles des travailleurs, aide pour les gosses, etc., etc. Même chose pour la Sécu.
lorsque c'est mis en place, nationalement, avec ce que l'on connaît, il y avait élection des gestionnaires. Et élection des gestionnaires avec représentation des travailleurs qui décidaient, et qui décidaient non seulement de ce qu'on donne, c'est-à-dire quels sont les droits que l'on ouvre, mais qui décidaient aussi de ce qu'on prend, c'est-à-dire le montant des cotisations, et je redis bien, cotisation et pas charge, hein, le montant des cotisations des uns et des autres. Il me semble que là derrière, il y a quelque chose qui me rappelle des trucs qu'on a déjà vus. Voilà, c'est tout. La doctrine, elle y était. Il est remis en cause en 1967. C'est ça. Une petite information sur le Comintern. Moi, quand j'étais permanent du parti, je m'occupais des vétérans. Et on avait un vétéran, je ne sais pas si certains le connaissaient, Joseph Sarti. Il était à l'international Comintern à Moscou. En 1938, mais jamais eu de réponse. En 1938, ils ont viré tous les délégués de tous les partis communistes parce qu'il y avait une infiltration des Japonais, des Allemands. Donc, quand on voit par rapport au pacte de non-agression, etc., mais en même temps que l'international communiste avait pris de la prudence par rapport aux Japonais et aux Allemands, Escara, je l'ai bien connu, on n'a jamais su qu'il avait été, et puis avant sa mort, il a dit qu'il était, c'est dans le dictionnaire du Parti communiste, là, sur les militants, il est cité. Mais moi, quand il m'en a parlé personnellement, j'en revenais pas. Et il avait aussi ce rôle de rien dire, même 20 ans après. Sur la doctrine, je précise une chose, c'est que quand je dis qu'il n'y a pas de doctrine, j'ai en tête non pas des dossiers comme EDF, sécurité sociale, etc. Non, moi, ce que j'ai en tête, c'est la question réforme ou révolution. La façon de prendre le pouvoir, de l'exercer, etc. C'est ça que j'ai en tête. Disons tout ce qu'évoque Gramsci dans les cahiers de prison, par exemple. Donc je reviens sur réforme et révolution et on va terminer là-dessus parce qu'il est déjà 8h05. Prenons justement deux exemples. Le statut général de la fonction publique. Voilà un bon exemple de ce qu'on peut faire, de ce qu'on a pu faire à l'époque. Pourquoi? Le statut général de la fonction publique, il fait du fonctionnaire un citoyen et il limite les pouvoirs de la bourgeoisie sur le personnel de l'appareil administratif. Voilà. Or, ce personnel administratif, il ne faut jamais oublier ce qu'il fait. Il applique les politiques de la bourgeoisie à travers l'État. Mais il applique les politiques de la bourgeoisie. Et pour autant, vous voyez, la situation dans laquelle on se trouve, avec le statut général de la fonction publique, c'est que le personnel chargé de le faire, la bourgeoisie n'a pas la main sur lui. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. Et ça pointe cet aspect particulier. Une des dimensions à potentialité révolutionnaire du statut de 1946 est la distinction du grade et de la fonction. C'est à travers ça que ça se fait. Car le traitement du fonctionnaire cesse d'être la rémunération d'un prix d'achat de la force de travail et devient la reconnaissance tarifiée d'une qualification attachée à la personne, indépendamment des aléas de son emploi. Et là, vous avez une explication de la raison pour laquelle la bourgeoisie, aujourd'hui encore, n'a que des choses négatives à dire, bien entendu, sur ce statut général de la fonction publique, c'est sa bête noire. Deuxième exemple, c'est la sécurité sociale. 3 traits révolutionnaires de la
sécurité sociale. Le premier, c'est le financement. Le mode novateur de financement du système, c'est la cotisation sociale assise sur les salaires, donc sur la constante production sociale des richesses. Et ça représente quand même quelque chose comme 500 milliards d'euros, hein. C'est pas une bagatelle. Hein. 500 milliards d'euros, un quart de la production intérieure brute. Un quart. Et ça va directement des cotisations aux prestations sans passer par le marché capitaliste. On va préciser après le décret de 67. Hein, je vais. Et ceux de 61 aussi, parce que les décrets de 61 sont très importants. Deuxième aspect, c'est la question des administrateurs du système. Ce sont des salariés élus. Jean-Pierre, je crois que tu l'as noté. Et le troisième aspect, c'est les principes généraux, la philosophie d'ensemble. De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. On a du mal à se rendre compte aujourd'hui, même nous d'ailleurs, hein, parce que quel que soit l'âge que nous puissions avoir ici, dans cette salle, nous sommes arrivés après. Mais il faut savoir que par exemple, des gens qui étaient nés en 1875, 80, 85, 90, disons jusqu'au 19e. Et puis il y a la sécurité sociale, il y a le régime général, et puis il y a les régimes particuliers, parce qu'il y a les refusés du régime général. Bien sûr. Par exemple, les artisans, les commerçants, maintenant ils sont déficitaires, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Tu les as rattachés au régime général. Bien sûr. Mais puis si ça ne leur convenait pas de cotiser à part, je ne vois pas pourquoi on va rattacher. Donc, sans contrepartie financière. Si vous prenez toutes les personnes qui sont nées à la fin du 19e, elles ont connu quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'un beau jour, elles ont vu arriver le facteur avec leur... Il faut le savoir. Ce n'était pas des chèques ou des virements bancaires, bien entendu. C'était le facteur qui apportait la retraite en liquide aux gens, et des gens dont on avait reconstitué à la vapoche de pouce la carrière et qui commençaient à recevoir à l'âge canonique de 55, 60, 65 ans une retraite. Quelque chose qui ne s'était jamais vu. Voilà. Bon. Côté bourgeoisie, là aussi, c'était une autre chanson. Les choses étaient allées, là franchement, au-delà du supportable. Et la construction, elle a commencé, la déconstruction, elle a commencé, donc vous l'avez dit, en 1967, 61, et 67, c'est surtout 67 avec le décret qui supprime la gestion par les salariés et qui instaure la gestion paritaire avec les patrons. Voilà, mais en 61, ça a supprimé le rôle des directeurs. Avant, ils étaient élus par les salariés de la base. Là, les directeurs ont été nommés par la Caisse nationale d'assurance maladie. Voilà. Donc, c'est pas du tout pareil. Parce que c'est pas un fonctionnaire et c'est plus le salarié. Bien sûr. La plus belle preuve que ces réformes étaient bien d'essence révolutionnaire, révolutionnairement anticapitalistes. C'est un capitaliste lui-même qui l'a donné. Je pense que vous connaissez la citation. En octobre 2007, un certain Denis Kessler, ouais, ça vous parle, vice-président du MEDEF, il déclare dans Challenge: voulez-vous la liste de tout ce dont il nous faut débarrasser la France? C'est simple. Prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception. Elle est là, la liste. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Et là, Sèvres ajoute une remarque surprenante. Elle est relative
au comportement du Parti communiste français à l'époque. La portée révolutionnaire, si clairement perçue par l'adversaire de classe, les dirigeants communistes ne l'ont, quant à eux, jamais dite, ni à l'époque, ce qui pourrait s'expliquer pour des raisons de prudence politique, ni par la suite, ce qui trahit une grave sous-estimation théorique et stratégique. Ça dit aussi que dans l'humanité, quand la sécurité sociale a été prise, a été instituée, il n'y a pas d'article dans l'humanité. L'heure est restée étrangère l'idée de construire un rapport de force par des luttes et des initiatives, d'imposer un processus de réforme révolutionnaire allant en s'élargissant et s'approfondissant, ce qu'en termes gramsciens on peut appeler construction d'une hégémonie à travers une guerre de position. La position du parti à l'époque, c'est celle de l'internationale communiste, qui d'ailleurs n'existe plus, mais c'est l'internationale communiste qui considère qu'il n'y a que des réformes construites, instituées par un pouvoir révolutionnaire qui vaillent la peine. Tout le reste, ce sont des choses qui peuvent être bonnes à prendre, mais qui ne constituent pas des avancées décisives. C'est ce que pense l'internationale communiste. On a beaucoup dit donc qu'à la Révolution, qu'à la libération, la Révolution n'avait pas été possible. Sèvres dit on n'a pas compris ce fait capital. Qu'en réalité, il y avait été exprimé, sans le voir, l'amorce d'une toute autre manière de faire révolution. En fait, même la seule manière qui allait désormais être disponible dans le monde des pays très développés, ce qui avait vocation de tout changer à la stratégie communiste. Là, il faut revenir à ce qu'avait dit Thorez en novembre 1946. C'est le rappel, hein, il s'attire une sévère admonestation stalinienne. Voilà. J'ai décortiqué tout à l'heure ce que Thorez avait dit, mais là, les soviétiques lui ont fait savoir leur mécontentement. On va s'arrêter là parce qu'il est 8h15. Dans le texte, vous aurez un petit passage sur l'eurocommunisme, qui, je vous la fais très rapide, ce fut un feu de paille. 3 dirigeants communistes qui pendant quelques années, mais pas longtemps, 2 ans on va dire, font des réunions communes, mais qui sont pour l'essentiel sur des positions social-démocrates, pas du tout révolutionnaires. Donc un feu de paille. Voilà. Et donc s'arrête là un cycle de pas moins de 11 conférences, qui avait commencé à 8 conférences, puis à 10, puis à 11, puisque l'une d'entre elles a été vissée il n'y a pas longtemps. Donc 11 conférences. Je ne vais rien dire de plus, si ce n'est que je continue de penser qu'il fallait les faire. Le parti ne l'a pas fait. Il a fait des choses. Dans les années 70, le parti a fait des avancées. Je les ai mentionnées lors de la conférence introductive. Je vous y renvoie encore. Ça, c'est la justice qui le veut. Mais ça a toujours été des avancées hésitantes, avec des pas en avant, des pas en arrière, jamais d'initiative politique s'adressant sans ambiguïté aux masses populaires dans leur ensemble pour faire en sorte qu'elles prennent une claire conscience de ce qui avait été fait au nom du communisme en Union soviétique. Jamais cette initiative politique
n'a été prise. Ça a toujours été des petites choses, on va les qualifier de domestiques, c'est-à-dire pour le Parti communiste et les militants, et encore, bien souvent, beaucoup de choses sont passées inaperçues aux militants eux-mêmes. Beaucoup de choses. Voilà, je n'insiste pas parce que je ne veux pas être cruel, mais il n'y a pas eu de véritable critique, bilan critique de Staline et du stalinisme. Il y a eu des petites choses qui ont toutes eu une importance, mais qu'a retenu l'opinion publique, le peuple de France? Rien, rien de rien. Donc c'est pour ça que moi j'ai voulu faire ces conférences, ce cycle. Au début on me disait, t'es sûr que tu vas faire 8 conférences, mais finalement, à l'expérience, on se rend compte que de conférence en conférence, je n'ai fait malheureusement que survoler les problèmes. Je ne suis jamais entré dans le détail des choses. Je vous renvoie par exemple, à Moshe Lewin, les 3 superbes livres de Moshe Lewin. Lui, il rentre dans le détail. Il apporte des éléments, des documents. Il a la chance de pouvoir bénéficier, puisqu'il écrit dans les années 90-2000, il a commencé à utiliser des documents déclassifiés. Et donc, il a cette chance, évidemment. Lucien Sèvres aussi. Mais il écrit encore après Moshe Lewin, Lucien Sèvres. Donc il a encore un peu plus de documents déclassifiés. La question que pose Lucien Sèvres, elle est différente. Peut-être l'avez-vous perçu tout à l'heure. Il faut le dire. C'est que Lucien Sèvres, il tire les choses vers une position politique qui est celle que l'on appelle le communisme déjà là. Sécurité sociale, etc., etc. C'est le communisme déjà là. Donc là, on est dans quelque chose qui fait débat.